Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 12 et 16 ans, tombée dans la marmite des voyages toute petite et complètement addicte depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite. Dans ce podcast, on va parler itinéraire, à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et expatriation. Les parents voyageurs vont vous donner plein d'idées d'activités à faire avec les enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et, bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews, et des formats plus courts, mes top 5 des activités à faire en famille dans une destination, et les galères ton voyage, histoire d'éviter 2-3 trucs un peu chiants sur le moment. Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Maman parisienne de 3 enfants de 4, 5 et 8 ans, Anaïs est addicte au voyage et à la bonne bouffe. Elle s'est donc transformée en dénicheuse de boui-boui parisien et de chouettes destinations à moins de 2 heures de Paris. Elle les partage sur ses blogs Parisianavore et Les Escampettes, des recueils de bonnes adresses à déguster ou à vivre en famille. Comme toute Parisienne qui se respecte, elle rêve souvent de quitter Paris, et elle l'a fait l'été dernier avec mari et enfants pour s'envoler vers l'Asie. 2 mois pour parcourir 3 pays à 5, puis à 4, en bus tape-cul, minibus, bus de nuit et autres tuk-tuk. Anaïs nous emmène donc en Thaïlande, au Laos et au Vietnam, entre beauté naturelle, petits villages perdus et gastronomie aux 1000 saveurs. Allez, c'est parti pour le carnet de route d'Anaïs en Asie. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Anaïs! Hello Stéphanie. Comment ça va? Super bien, ça va super bien en cette période toute grise. Ah oui. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Je suis chez moi à Paris et dans la chambre de mes fils. Avant de partir en voyage avec toi, est-ce que tu peux nous raconter justement le premier que tu as pu faire en famille? Alors le premier, il y a eu le premier avec les 3 enfants puisque j'ai 3 enfants et puis il y a eu le premier avec, 1 enfant et ce qui est pas la même chose puisqu'avec un enfant, c'est le premier, on a toujours, je pense, un peu plus de crainte. Alors qu'au troisième, finalement maintenant on sait comment ça marche et on a vu que bon, finalement ces petites choses-là sont solides. Avec ma fille, je pense que le premier voyage, ça a été, dans le sud, en France et puis après en fait très vite, je me suis décontractée. Et ça c'était une promesse que je m'étais faite enceinte où je m'étais dit: c'est pas un enfant, 2 ou 3 ou 4 d'ailleurs, qui vont, m'empêcher de voyager. Surtout que j'ai commencé à les faire tôt, donc je me suis dit: «Si ma vie, s'arrête là, ça va être compliqué». Donc voilà et après le premier vrai voyage avec mes 3 enfants, c'était, Paris et Maroc, donc avec le tour du Maroc en voiture. Ça, Ah c'était vraiment, super! le premier à 3, mais il y a eu chacun a eu son premier voyage. Le premier voyage du deuxième enfant, il avait 6 mois et c'était Paris, la Roumanie en voiture, pareil, donc Ah ouais, quand même! en traversant les Balkans et une bonne partie, des pays de l'Est. Vous aviez fait ça en combien de temps? En 6 semaines. Ah ouais! Pour un premier à 6 mois, c'est pas mal déjà. Il est dans l'ambiance, direct. Exactement, ouais et en fait, on voit que les voyages en voiture, à chaque fois, on les fait, quand ils sont petits et ça les rapproche beaucoup parce qu'ils se retrouvent, tous les 2, tous les 3, côte à côte pendant des heures en siège auto et du coup, il y a plein d'interactions parce qu'ils ont rien d'autre à faire que ou, s'amuser ensemble ou se taper dessus d'ailleurs. Bon, j'espère qu'ils se tapent pas trop dessus quand même. Non, non, ça va et d'ailleurs, ils sont très habitués aux longs trajets et c'est pas une question f maintenant. C'est même pas une question et que ce soit, en bus, ils savent, comment regarder par la fenêtre, ils savent qu'on va arriver de toute manière et je pense réellement que c'est juste une question d'habitude et qu'ils l'ont fait, depuis très tôt. Ouais, c'est bien. Au moins tu n'as pas le, «Quand est-ce qu'on arrive toutes les 5 minutes? Est-ce que je peux regarder un film?» Bon, ils peuvent être agacés, mais je vois très bien que quand il y a certains parents qui me disent: «Ah mais 5 heures de route», alors que nous 5 heures de route, ça nous semble rien du tout en fait. C'est rien! On n'a juste pas la même échelle, de durée, on n'en peut plus et cetera. C'est-à-dire que, mes enfants, 2 heures de route, c'est rien du tout pour eux. D'où l'importance de les habituer tôt.
Ouais, je pense que vraiment, et ça, c'est pour tout finalement, moi qui C'est vais clair. beaucoup au resto et cetera, je me dis, quand on s'empêche de faire des choses, on se dit: «Ah bah là, ils sont petits donc on le fera plus tard», et en fait, déjà, il y a des mauvais réflexes ou une absence de réflexe qui a été prise et c'est beaucoup plus dur, plus tard, finalement. Complètement. T'as raison, ça vaut absolument pour tout. Après, tout le monde n'a pas la même souplesse pour se dire, ok, je lâche prise complètement. Là, c'est pas grave, on est en vacances, tout va bien. Oui, et c'est ce que je dis souvent, si on n'était déjà pas comme ça sans enfants, ça va être compliqué avec des enfants de lâcher prise. Il y a des gens qui disent: «Ah, j'arrive pas à lâcher prise», mais en fait, si tu n'y arrivais pas, sans enfant, ça va être compliqué avec. Ouais, il y a des chances. Ouais. Bon, eh ben écoute, partons en Thaïlande, enfin partons en Asie, parce que vous avez fait un superbe voyage cet été, mais plutôt que de dire moi-même où vous avez été, est-ce que tu peux nous le résumer en quelques mots? Oui, alors en fait, c'était un voyage que qu'on devait faire en 2013. J'avais pris les billets pour Bangkok et mon idée, mon envie, c'était d'aller au Laos, mais depuis très longtemps. J'avais pris mes billets et j'étais tombée, enceinte très rapidement. Enfin, voilà, j'avais arrêté la pilule et je pensais pas que ça allait être aussi rapide, et mon médecin m'a dit: «Ah non, le Laos quand même, non», et à cette époque-là, j'écoutais, les médecins et j'étais raisonnable, un peu plus, et du coup, j'avais, laissé tomber mes billets et je m'étais dit: «Bon, bah, je reporte ce voyage», et donc presque 10 ans plus tard, je remets sur la table ce voyage-là en disant: «Mon envie, c'est d'aller au Laos vraiment», et puis aussi un autre pays qui me fascinait, c'était, le Vietnam. Donc on a fait un itinéraire où on s'est, envolés pour Bangkok, et normalement, la logique voudrait qu'on aille au Cambodge parce que c'est le pays, voisin. Mais bon, il fallait faire des choix même si on est parti 2 mois, et j'avais vraiment envie de faire, ce combo, Thaïlande, Laos et Vietnam. Donc on est parti à 5 avec, mes 3 enfants et mon conjoint pour, 2 mois, de Waouh! voyage. Voilà. J'ai vu l'itinéraire, donc je sais qu'il y a des milliards de choses. Et ça, en 2 mois, finalement, c'est presque court. 2 mois, c'était même, c'est très court pour, 3 pays, surtout si on veut se déplacer, en bus ou en train. C'est-à-dire que c'est aussi une grosse, donnée parce que, par exemple, au Vietnam, qui est un pays vraiment tout en longueur, on peut faire des sauts de puce facilement si on prend l'avion. Si on veut se déplacer, en bus, train et éviter l'avion, là, les temps de trajet sont extrêmement longs, et du Ouais, coup, je veux dire pour le Vietnam, par exemple, on peut très bien y passer 1 mois et demi, sans vraiment rester longtemps à certains endroits. Donc c'était un voyage, sportif, c'est-à-dire qu'on a changé, beaucoup, beaucoup, d'endroits, voilà, tous les 2 jours en moyenne, et en même temps, j'ai toujours un peu cette FOMO de me dire: «Bon, bah, peut-être qu'on retournera plus jamais ici». Donc c'est vrai que j'ai toujours envie, je suis balancée entre l'envie de profiter, prendre mon temps, et l'envie de me dire: «Non mais ça se trouve, on va jamais revenir, il faut que je l'aille voir ce truc-là». Mais quand bien même, on a quand même fait, des compromis sur, certains endroits où j'aurais aimé aller et qu'on n'a pas pu, voir parce qu'il y a quand même eu des choix à faire. Mais en 2 mois, en allant à un rythme, soutenu, on a quand même vu, oui, pas mal de choses. comment tu l'as organisé ce voyage? Alors, j'organise toujours, de la même manière, c'est-à-dire que j'essaie de voir, dans une zone qui peut être un pays, une région du monde, une sous-région d'un pays d'ailleurs, enfin une région. J'essaye de voir, tous les points d'intérêt, que j'aimerais voir, et puis ensuite, j'essaie de les relier pour former, un itinéraire en checkant, les transports sur place et les possibilités. Parce que parfois sur Google Maps, ça semble très simple, très proche, et puis on regarde et en fait c'est, 48 heures de bus. Donc Ah oui, moins sympa. voilà, donc en fait, je fais, toujours, à peu près comme ça, et puis après avec des alternances de, comment dire? De catégories de points d'intérêt. C'est-à-dire, j'essaye de pas faire, 4 villes à la suite parce que, finalement on se lasse
j'essaye de pas faire, 4, comment dire? Points d'intérêt qui se ressemblent d'affilée parce qu'après on n'a plus même l'émerveillement. Donc je trouve que c'est bien d'alterner, voilà, une ville avec, par exemple, un site dans les montagnes avec, si on peut aller voir la mer, c'est cool et cetera et puis des points où on va pouvoir un peu se reposer et d'autres où on sait que ça va être un peu sport. Bon, en réalité, c'était un peu sport partout. Mais mais voilà, j'essaie de faire vraiment d'essayer de relier tous ces points où j'aimerais aller et puis après, vraiment, je prends un Excel et puis je mets, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, où on est, à quel moment on se déplace, à quel mo où on dort et cetera. Est-ce que tu bookes, beaucoup de choses avant de partir dans cet itinéraire ou tu le fais au fil de l'eau? Tu sais où tu veux aller, mais tout n'est pas forcément réservé? Alors je non, je regarde où je veux aller parce que ça, c'est une certitude, ça m'énerverait de revenir en me disant: «Oh, «J'ai raté ce truc-là, j'y suis pas allée, c'était à Mais 10 000 ouais. kilomètres». Donc ça, c'est une certitude, mais par contre, je boucle rien, rien du tout. J'imagine que si, un jour ce jour-là n'est pas arrivé, mais j'allais, typiquement, dans des endroits comme maintenant au Machu Picchu, il faut réserver, bah, tu es obligé d'avoir un Ça moment oui. où il faut être à un endroit précis. Mais, jusqu'à présent, ma technique de rien réserver, hem, je m'en suis plutôt remerciée parce que pour 2 choses, quand il y a des éléments inattendus et ben, au moins on n'est pas pris au dépourvu et on perd pas, d'argent de réservation. Et le deuxième, c'est aussi quand même un petit peu, même si on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut voir, laisser place à la possibilité d'adorer un lieu et d'y rester, 1, 2, 3 nuits de plus ou de finalement être déçu d'un autre endroit et de partir, directement. C'est vraiment dans cette optique-là que je réserve rien. Mais pour un voyage de 2 mois où tu changes tous les 2 jours, c'est et tu le dis, c'est sportif, ça te prend combien de temps, en termes de préparation? En fait, il y a de la il y a de la préparation, mais il y a aussi, de la préparation chaque, soir du voyage. C'est-à-dire c'est pour ça aussi que c'est, un voyage et pas des vacances. Comme dit: «Alors tes vacances?» je dis: «Non, non, c'est pas des vacances, en fait. Limite, il me faudrait des vacances maintenant pour me reposer». C'est ça. Parce que je fais ma journée où voilà, on part tôt le matin, on marche, on visite et cetera et quand je rentre, en général, je prépare la journée, Du du soir lendemain. ou les 2 jours ou les 3 jours à venir. Parce que même si j'ai dit: «Voilà, on j'ai déjà fait mon itinéraire», c'est un itinéraire qui est encore flou. Il y a beaucoup d'endroits où avant d'être sur place, on ne sait pas vraiment les horaires des bus et cetera, surtout en période post-covid où les choses ne fonctionnent pas forcément comme, à la normale, parce que ces pays-là venaient de rouvrir en l'occurrence. Donc il y avait plein de transports qui ne fonctionnaient pas et du coup, on ne peut pas prévoir, ces choses-là. Donc chaque soir, inévitablement, c'est quand on est à un endroit qu'on peut demander, par exemple, à nos hôtes ou à les voir sur place, le bus part à quelle heure ou le train ou aller à la gare. Donc il y a de la préparation, chaque soir et qui voilà, qui est bien et puis chercher le logement pour le lendemain, puisqu'à chaque fois on prend, du jour pour, le lendemain ou max, pour, les 2 jours d'après. Et ça aussi, heureusement, parce que, il y a des trajets où on pensait prendre, 6 heures et ça a duré, 13 heures, 14 heures, 20 heures. Donc finalement, c'est toujours bien. Et ça aussi je prends les logements vraiment 2 jours à l'avance, sauf si il y a un logement où je me dis: «Ça, c'est vraiment un logement, que j'appellerais, expérience», parce que c'est plus qu'un logement et où je sais que je serais triste de ne pas y aller et là, je vais me dire: «Bon, bah, tant pis, je prends le risque de le booker à l'avance parce qu'autrement, il y aura Il y aura peut-être pas de plus place. de Mmh. dispo» et du coup, je sais qu'à ce jour-là, on doit être là. Mais j'en ai très peu comme ça. OK. Eh ben, écoute, allons écouter ça, en détail. On part en Thaïlande, le premier pays. Oui, Le voyage a été, un peu compliqué, il me semble. oui, donc j'avais pris un vol Paris-Bangkok qui, passait, par Oman. Mmh. Et du coup, on a eu des péripéties, que je vais pas raconter en détail, mais finalement, on a mis 4 jours pour arriver à Bangkok
et avec, en passant, par Bangalore où on a été interdit d'entrer dans l'aéroport parce qu'on n'avait pas de visa, avec vraiment c'était en fait, il y a plein de gens qui ont décompensé, vraiment qui ont fondu en larmes parce qu'on avait l'impression d'être au début, je me suis dit: «Mais c'est vidéo gag, c'est pas possible». En fait, on a été laissés sans nouvelles et on se rendait compte que nos vols sur notre compte, de la compagnie, en fait, nos vols changeaient au fur et à mesure. Donc on essayait de prendre les vols pour arriver à bonne destination, mais personne ne nous appelait, on n'avait pas de mail, rien. Il fallait vraiment checker comme ça. Donc voilà, on est passé par Oman, Bangalore et on est arrivé à Bangkok, 4 jours après. Donc pour nous, c'est sans conséquence ou peu parce que justement, on a 2 mois de vacances et on ne réserve rien à l'avance, à part, voilà 2 nuits à Bangkok. Mais pour certains qui avaient que 10 jours, en fait, 4 jours de retard, ça détruit leurs vacances. Mais c'est juste pas croyable qu'encore aujourd'hui, la compagnie aérienne ne prenne pas ses responsabilités, quand il peut y avoir des problèmes, ça arrive, il y a pas de souci. Mais qu'on vous dise rien, ça, c'est pas possible. Bah, exactement, c'est ce que je disais parce qu'au départ, le problème était, un souci technique dans l'avion et donc je suis la première J'y vais pas! dire: «OK, on n'y va pas, il y a pas de problème, checkez, prenez votre temps». Mais en fait, il faut, communiquer. Donc au départ, c'était ce problème-là. Ils nous ont dit, j'ai dit: «Est-ce que vraiment notre correspondance nous attend à Oman?» Ils ont dit: «Oui, tout est le transit, tout est bien ficelé, vous irez directement aux connexions en arrivant». Donc ils me disent ça droit dans les yeux et quand j'arrive, ils disent, «Ben, en fait, il y a pas de connexion, tous les vols pendant 2 jours sont pleins pour moi. Donc, on va vous ramener à un hôtel». Bon, après, ils nous ont perdus dans l'aéroport, on s'est perdus pendant 2 heures. Enfin, c'était vraiment lunaire, en fait, la situation était lunaire. On est restés dans un hôtel, même pas une, demi-journée avant qu'on se rende compte par nous-mêmes qu'on nous avait changé les vols et certains allaient passer par New Delhi, nous Bangalore, d'autres, c'était vraiment je me suis dit: «Mais» et donc en fait, les vols étaient vraiment pleins, ils savaient pas où nous mettre et il y a pas de problème, en fait, tant qu'on communique, tant qu'on nous dit: «On est vraiment désolé». Mais là, c'était zéro communication. Donc 0 communication. Si on n'avait pas été allé voir Mais sur le c'est site ça. web, en fait, on serait resté à l'hôtel d'Oman toute notre vie, je crois. Donc voilà. Mais et je me suis dit: «Bon, heureusement que, on est aguerris, au voyage, nos enfants, voilà, ils sont restés, 20 heures, dans une salle d'aéroport, ils s'en foutent, en fait». Mais je me suis dit: «Ça, pour un premier voyage, moi qui Mmh. arrête pas de dire: "Il faut voyager avec des enfants", je pense que ça te vaccine». Tu dis: «Bon, je vais peut-être pas le refaire». Exactement. C'est dommage. Ouais, donc voilà et la bonne surprise, c'était que je ne sais pas comment, nos bagages attendaient à l'aéroport de Bangkok alors que, vraiment, j'avais fait une croix dessus. Mais oui, parce que c'est vrai qu'avec enfin, ce changement, de vol, ça aurait pu ne pas suivre, clairement. Et donc quand on les a vus arriver, franchement, on était trop contents. Enfin, moi, j'avais déjà checké avec ma CB combien je pouvais combien je pouvais avoir pour se racheter des vêtements, donc j'avais vraiment fait une croix. Je me suis dit: «C'est impossible» et donc voilà. Mais après, on a mis un peu de temps quand même à redescendre parce qu'on était bien énervés. On était bien énervés et surtout de se dire: «Bon, bah, OK, ils nous envoient même pas un mail, même pas un message pour s'excuser». Dingue. Et donc on a enchaîné direct, notre voyage. Enfin, on est arrivé à Bangkok, j'avoue qu'on comme on n'avait pas dormi pendant 4 jours, on est allés dormir. C'était le matin, C'est mais on ça. allait dormir parce que je voyais, on est arrivé, il faisait, 40 degrés. Franchement, on voyait, double. Oh l'horreur! Ouais, on voyait double, mais franchement, moi, j'étais hyper contente parce que pour le coup, en Inde, comme c'est la police qui est venue nous chercher dans l'avion, on n'avait pas le droit d'être sur le sol. À un moment donné, je me suis dit: «Bah, voilà, ils vont nous renvoyer à Paris, en fait. On est, considérés comme illégaux sur le sol, ils vont nous renvoyer à Paris et c'est fini les vacances». Donc en arrivant, j'étais quand même assez euphorique et contente d'enfin démarrer le voyage. Bon alors donne-nous ton itinéraire, en Thaïlande. Vous êtes allés où? Du coup, au départ, Bangkok et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important, Bangkok, parce que, j'adore manger
et c'était plutôt, je voyais plutôt la découverte de Bangkok vraiment sous l'angle de la bouffe et de la street food parce que c'est quand même, je pense, la capitale mondiale de la street food et c'est fou cette effervescence, dans la rue autour de la nourriture et de tables, mises n'importe où on se rassemble. Donc il y avait ça qui était une ville importante pour moi et c'est aussi pour ça que j'étais hyper excitée d'y arriver. Après on est allé à Chiang Mai, donc on y est resté, 3-4 jours parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, autour. Donc Mmh. c'était avec un bus de nuit. Il y a un train de nuit aussi, mais on a pris le bus que le train était plein parce que c'était des fêtes. Ça, c'est des choses qu'on sait parfois pas, mais en fait, on peut le réserver en ligne. Bon, si on l'avait réservé, on l'aurait loupé puisqu'on avait 2 jours de retard. Donc finalement, l'un dans l'autre. Et puis après, on est allé à Chiang Rai, qui est encore plus dans le nord, qui est juste à côté du triangle d'or entre donc la Birmanie, le Laos, la Thaïlande. C'est le croisement qui était la plaque tournante d'opium et Mmh. qui l'est beaucoup, beaucoup moins. Mais c'était vraiment ça, puisque sur le Mékong, en moins de 20 kilomètres, on peut traverser ces trois pays. OK. Et du coup, c'est de là, de Chiang Rai, qu'on est monté à la frontière laotienne et qu'on a traversé la frontière. On pensait prendre un bateau parce que c'est un bateau qui marche normalement tout le temps et qui en 2 jours rallie, donc la frontière, thaïlandaise à, hem, Luang Prabang via le Mékong, en fait. Il y a des bateaux de luxe où on peut dormir dedans et cetera et là, c'est vraiment, le bateau, public finalement, où on s'arrête une nuit dans une petite ville au bord du Mékong pour dormir et on reprend le lendemain matin. Donc c'est 2 jours, de bateau. Et quand on est arrivé à la frontière, enfin de l'autre côté de la frontière, en fait, on s'est aperçu que les bateaux n'avaient pas repris puisque le pays venait de rouvrir, après le covid et qu'en plus ils avaient une pénurie d'essence, donc pas de bateau. OK, ça commence bien. Ouais et ouais, pas de bateau et en fait, on a eu quand même, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est que moi, quand je me disais: «Bon, on va aller, en Thaïlande et puis au Laos et puis au Vietnam», je pensais, cette, région assez, uniforme, enfin assez, homogène en termes de niveau de vie, en termes d'infrastructures et finalement pas du tout et ça, on s'en est aperçu directement. Au passage de la frontière, c'était, boum! On s'est aperçu de la Thaïlande, c'est très beau, on Mmh. mange vraiment trop bien. C'est un pays qui est très facile à visiter et je pense que c'est super justement pour un premier voyage avec des enfants. Les gens parlent, anglais, les gens sont avenants, souriants. Si on veut une information, on la trouve, que ce soit sur internet, que ce soit en ville, les gens sont renseignés, il y a des gares, on veut aller d'un endroit à un autre, c'est bien huilé. Il y a des bus, il y a des heures de départ et qui sont des vraies heures de départ et des heures d'arrivée qui sont pas loin d'être, les heures d'arrivée. Donc c'est un pays, qui est, assez même pas assez, je dirais, qui est vraiment facile et qui est vraiment, c'est bête ce que je vais dire, mais développé. Parce qu'on peut avoir une image: «Oh la Thaïlande» et cetera, mais c'est très développé. Il y a voilà, tu as ton appli pour, ton Uber, local, tu as ton appli même pour prendre les billets de train, pour prendre les billets de bus. Ouais, c'est facile. Après moi, j'avoue que j'aime bien quand c'est roots. En fait, j'aime bien quand je vais pas dire quand c'est difficile, mais il y a un peu de ça. En fait, j'aime bien cette situation où quand je suis dedans, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Et où je sens vraiment que, ben, c'est l'aventure, en fait, que Mmh mh. c'est pas forcément facile, mais je sais que c'est ça dont on va se souvenir, en fait. Quand on est là, à cette frontière à laotienne et qu'ils nous disent: «Bah, non, en fait, il y a pas de bateau» et je dis: «Mais c'était écrit nulle part». Ils me disent: «Bah, enfin, eux, Pourquoi voilà, ils faire? pourquoi faire? Ils sont dans un au un autre espace-temps et quand on arrive au Laos, je sens tout de suite que c'est pas les mêmes standards, c'est pas le même niveau de vie. Voilà, en Thaïlande, tout est nickel propre, de toute manière, tu entres n'importe où, tu enlèves tes chaussures. Tout est vraiment, limite aseptisé. Donc c'est ça OK. la partie, pour moi, où je me suis dit, en fait, ils ont très bien fait le job pour accueillir, les occidentaux. Ils parlent, très bien anglais.
mais il y a cette partie où on a l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont trop faits pour les Mmh. autres. Et quand on est arrivé au Laos, bon, bah, là, il y a Bah, non. il y a pas de problème, je j'ai pas ce sentiment. Donc voilà, donc il faut trouver une solution de repli. Mais je vais te couper parce que Oui, tu nous as fait la Thaïlande en 2 secondes, mais ouais, même pas ouais, en rêve en fait. On retourne en arrière et on reprend calmement. Bon, pas sur 3 heures, mais ouais. calmement. Bangkok, tu nous as dit, tu nous as fait saliver, c'est le temple de la street food, on sait même pas ce que tu as mangé quoi, donc ça ne va pas. Bon, bah, en fait, déjà, je voulais justement et manger les plats qu'on a l'habitude de manger en France pour me dire: «Est-ce que en fait, ils ont vraiment le goût que je connais et que je trouve bon, à Paris? Peut-être pas». Donc typiquement un pad thaï, Alors? franchement, ça quand même, on retrouve le même goût. Après, c'est vrai que dans la fraîcheur et en général dans la fraîcheur des fruits et légumes et des préparations qui sont, tu vois, dans la rue avec, dans des gros wok avec, de l'huile et cetera. C'est vrai que c'est un goût et une odeur même inimitable et ces rues, les rues de Bangkok, c'est même quand j'y pense maintenant, c'est ça, mon souvenir, c'est les odeurs, en fait. Les odeurs partout du wok fumant et le bruit même, tu vois, du grésillement, de la friture, enfin même des œufs, frits comme ça. Et puis après, je voulais manger aussi des choses que l'on mange pas du tout, alors que là-bas, elles sont très communes. Et puis après, je voulais aussi, tu sais, par exemple, ma fille, elle voulait manger des insectes, évidemment, les insectes. Mmh. Donc on est allé manger des brochettes, d'insectes, à Chinatown. Voilà, juste pour le fun. Après, il y avait tous les plats régionaux Mmh. qu'on peut retrouver à Bangkok, mais autrement qu'on va retrouver dans chaque, partie de la Thaïlande et ça, c'est intéressant. C'est des plats qui sont vraiment, spécifiques à chaque, région, Et tu comme vois vraiment des différences entre les uns et les autres? C'est très, très marqué? c'est quand même c'est marqué aussi parce que par exemple, dans le nord, c'est là où ils vont avoir d'excellents fruits et donc typiquement, le mango sticky rice, ce riz gluant avec la mangue, il va être, en tout cas moi je l'ai trouvé bien meilleur dans le nord, de la Thaïlande, à Chiang Rai, où les mangues sont excellentes et ça joue beaucoup et les fruits là-bas sont excellents et c'est on s enfin, c'est les meilleurs fruits, du pays donc sur certains aspects, oui et après en termes de gastronomie, par exemple, pour moi à Chiang Mai, c'était vraiment au-dessus. La finesse qu'on retrouve dans la gastronomie thaïlandaise, j'ai trouvé qu'à Chiang Mai, elle était, à son apogée. Vraiment, ils ont, le souci du détail, dans les assaisonnements, dans le goût, c'est vraiment un endroit où je peux rester un mois juste pour manger, tu vois? Donc Chiang Mai, c'était vraiment à part. Mais voilà, autrement Bangkok, tu vois, je m'étais fait une petite carte avec tous les endroits où je voulais aller manger et tous les endroits que je voulais voir et donc je couplais un peu, le tel temple avec, tel, boui-boui ou cantine, où je voulais manger, après. Parfait! Super organisation. Voilà et après la difficulté, c'était il faisait quand même très chaud. C'est pas tant la chaleur que l'humidité qui quand même ça serait mon parce que les gens ont souvent peur, de venir, durant notre été en Asie du Sud-Est, alors qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie. Mais par contre, c'est pas sur la pluie, moi, que je dirais qu'il faut faire attention, mais l'humidité et le sentiment, du coup, de chaleur à cause de cette humidité, parce que c'est pas la chaleur qu'on connaît, ça, s'il y a des gens qui n'aiment pas avoir chaud, je veux dire même avoir chaud en France, c'est pas la peine, en fait. Parce que là, c'est moi qui adore avoir chaud, déjà là, tu sens que, bah, en fait, tu bouges, tu es mouillé Mmh mh. intégralement. C'est donc à Bangkok, on s'est mis un peu dans le bain de justement être dans un bain pendant 2 mois où on allait, transpirer pendant 2 mois. On a vu, finalement, on a fait les essentiels de Bangkok parce qu'on savait qu'on allait y retourner, 2 fois par la suite. Parce que, bah, sur notre itinéraire, il y avait 2 moments où on retournerait à Bangkok
et à chaque fois qu'on y est retourné, après, c'est drôle, j'avais un sentiment d'être comme à la maison, de connaître, en fait, les rues. Je trouve que, à Bangkok, il y a des temples sympas, mais avec le recul, à l'aune de ce qu'on a fait après, franchement, est-ce que, ça vaut le coup de visiter tous les temples de Bangkok? Moi, je dirais non. S'il y a des choix à faire, je pense que, par exemple, les temples à Chiang Mai, ils sont tellement magnifiques que, franchement, les temples, de Bangkok, sont beaucoup moins beaux. Nous, on les a fait dans ce sens, donc comme on a fait d'abord les temples de Bangkok, après ceux de Chiang Mai, ça va. Mais si on fait dans le sens inverse, on va être un peu déçus. Voilà, mais je dirais que Bangkok, ça vaut le coup pour, l'ambiance. En fait, c'est plutôt de l'ambiance, c'est plutôt se perdre dans les rues, voir, comment justement à chaque rue, il y a une surprise, il y a ces cantines de rue, il y a cette effervescence, les tuk-tuk, il y a aussi un désordre architectural, mais qui est, un certain ordre. Il y a, la circulation, c'est plutôt, respirer en fait l'ambiance et la dynamique de la ville. Traverser le fleuve avec un petit bateau, prendre, les bus collectifs, c'est plutôt ça, plutôt que véritablement c'est ça qui m'a marquée en tout cas, plus que, les vraiment les choses à voir là-bas, les temples qui sont beaux, hein, mais qui n'ont rien du tout à voir avec les temples qu'on va voir après dans le nord de la Thaïlande. Après, c'est une autre chose pour ceux et qui sont nombreux, qui finalement vont que dans le sud de la Thaïlande et donc là, il y a un intérêt à voir les temples, de Bangkok, si tu vas pas dans le nord. Mais autrement, si, l'itinéraire va aussi passer par le nord, franchement, les temples de Bangkok, d'ailleurs qui coûtent, beaucoup plus cher l'entrée que Chiang Mai, je trouve que c'est avec le recul, je conseillerais pas forcément de les visiter. Quels ont été les plus beaux temples ou les choses vraiment incontournables que tu recommanderais, pour Chiang Mai? Chiang Mai? Chiang Mai, Chiang Mai, enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment le bon accent. on va dire comme ça. À Chiang Mai, il y a le centre, qui est joli et qui en fait était, fortifié et qui forme un carré et qui est vraiment, qui est vraiment joli. Mais c'est vrai que, moi ce que j'ai apprécié, c'est, les environs. Donc il y a 2 choses, 3 choses que vraiment qu'on a adorées. Donc la première, c'est un temple qui est dans la ville, dans le centre-ville de Chiang Mai, OK. Wat Phra Sing, où on est allé par hasard puisqu'on a fait plusieurs temples dans la ville. Il est très beau, mais en plus de ça, quand on est entré, on a vu une pancarte «Talk to the monk» et en fait, c'est un endroit, monté par une association, portée par un ancien moine qui a été moine pendant 20 ans et qui s'est dit: «En fait, il y a un problème, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, quelles sont nos croyances, nos habitudes, quelle est notre routine, dans la vie et donc il a monté une association où déjà il apprend aux moines à parler en anglais pour pouvoir parler avec des touristes et avec tout le monde et en fait, le but, c'est de s'asseoir, sous un arbre et de pouvoir poser les questions que tu veux aux moines sur, bah, voilà pourquoi vous portez, ce vêtement, orange? Pourquoi vous vous rasez les cheveux? Qu'est-ce que vous faites, en fait, de votre vie, dans ce temple? Est-ce que vous restez, dans le temple toute votre vie? Même comment est venue votre foi et c'est quoi le bouddhisme? Donc on peut vraiment poser des questions alors que ces moines, depuis, Bangkok, on les croise et qu'on les regarde un peu fascinés. Ils marchent souvent en bande et on se demande, quel est leur, rôle, dans la culture, thaïlandaise ou et même enfin, ils viennent d'où en fait ces gens-là? C'était quoi à la base? Est-ce que c'est depuis petits qu'ils sont moines et cetera? Et donc ce moment, même mes enfants étaient hyper fascinés. Mon fils Zachary de 5 ans voulait, être moine, donc je pense qu'il pensait que c'était un truc comme, tu vois les Pokémon ou un super héros et du coup, on s'est posés sur ce banc. Mais oui, j'ai vu les photos. Ouais et il y avait déjà 2 ou 3 touristes, belges d'ailleurs, qui posaient des questions et donc ils nous ont accueillis et ils nous ont dit: «Bah, voilà, on est là pour, répondre à vos questions, pour mieux comprendre, qui on est».
On a pu poser plein de questions, que ce soit sur le bouddhisme, mais sur eux en particulier. Donc, il y avait un moine qui avait 23 ans et je me dis comment on en vient à devenir moine. Et je pense que ça raconte vraiment quelque chose aussi de la culture et de la Thaïlande. Et c'était un moment en fait hyper fort et hyper intéressant. Et où je me suis dit, bah voilà, c'est ça par exemple, c'est un moment qui dure 1 heure, mais c'est quelque chose qui va marquer notre voyage. Mais carrément, c'est complètement... Enfin, c'est fou que ça existe et on le sait pas et ça doit être tellement passionnant. T'as dû y passer... Enfin, 1 heure, c'est presque pas assez en fait. Ouais, bah on est resté 1 heure et demie, mais et même mon fils a dit: «Ah non, demain on peut revenir», parce que c'était vraiment. Et puis, je sais pas, voir ces gens où l'espace-temps, le temps n'est pas le même. Ils sont là, ils sont assis, ils vont rester assis toute la journée. Et en fait, justement, alors que nous, on est dans un peu une course dans ce voyage, eux, ils sont là et avec une sérénité, et ils sont paisibles. Ils attendent qu'on vienne les voir pour poser des questions. Ils ont leur temps. Ça nous a fait une pause et franchement, enfin, j'ai adoré. Vraiment, c'était un moment très fort de tout le voyage. Et ça, je le conseille véritablement parce que justement, en Thaïlande, comme je disais, les gens sont très gentils, mais ils ont souvent une attitude de haute, c'est-à-dire de haute par rapport à des occidentaux qui vont venir. Et c'est difficile d'avoir plus d'échanges que des interactions, je dirais, ou commerciales ou de politesse. Alors que là, ça faisait du bien d'avoir une interaction vraiment hyper profonde du coup, puisque spirituelle, religieuse et cetera, et hyper sincère. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est méconnu. Et puis, évidemment, il faut un peu oser aller se poser, demander des questions. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, nous, je pense que c'était des moments préférés de toute la famille. Donc et voilà. Ça s'entend quand tu le racontes et que ça a vraiment été un moment fort et on l'imagine aisément. C'est tellement improbable que il faut en profiter au maximum. Ouais, et puis, en fait, quand on réfléchit dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle culture, ces gens de foi et qui souvent on les voit comme des gens, bah, enfermés dans leur temple, église, synagogue et cetera. Et ben, en fait, il y a un énorme mur entre eux et nous et on a très peu d'opportunités de leur parler véritablement comme on parlerait à n'importe qui. Et donc j'ai trouvé ça super et je me suis dit: «Bah, franchement, on devrait faire ça dans toutes les religions». Pas facile. Voilà, donc ça c'était la 1re chose que je recommanderais à Chiang Mai et qui est d'ailleurs peu recommandée, enfin on n'en avait pas entendu parler en tout cas. La deuxième, c'est le temple qui s'appelle Doi Suthep et qui est en dehors de la ville et qui est sur une montagne, donc il faut monter monter beaucoup À de pied? marches et ouais et évidemment à pied, avant de parvenir à ce temple sacré. Et il est surtout beau par rapport à sa situation, puisqu'il surplombe toute une forêt jungle. Ça doit être à une dizaine, enfin quelques dizaines de kilomètres de Chiang Mai. Donc on a une vue comme ça, plongeante, un panorama magnifique. Et c'est vrai que ça aussi en fait un endroit spirituel, ce truc, d'un temple qui est perché, au-dessus dans le ciel. Donc ça aussi c'est un lieu, je pense que c'est le temple, qui m'a le plus, marquée, à Chiang Mai. Et puis on voit les Thaïlandais faire leur prière en tournant autour, avec, la fleur entre les mains. On peut d'ailleurs se joindre à eux. C'est aussi, un lieu, outre le fait qu'il est très beau, c'est magnifique, les dorures, le travail qui est fait, qui est superbe. C'est, je pense, le temple qu'il ne faut pas rater. Ok. Et puis après, la 3e chose qu'on a faite et qui nous a marqué, c'est quelque chose qu'on pensait pas faire, c'est d'aller voir des éléphants. Ah, la vraie question. Ouais, en fait, je l'avais même pas, marqué sur ma, entre guillemets, «to do»,
parce que je trouvais que c'était, enfin qu'il y a trop de dérives en fait, que c'est problématique parce que je me suis dit, comment savoir véritablement comment sont traités les éléphants? Est-ce qu'ils sont là juste pour, un but lucratif ou est-ce que c'est un vrai refuge et cetera? Et puis comme on a trouvé des voyageurs qui nous ont parlé, d'un refuge où ils avaient eu une très bonne expérience et comme c'était l'anniversaire, les 4 ans de mon petit dernier, et ben, on a fait cette, journée, dans un refuge d'éléphants, donc autour de Chiang Mai et on a adoré et enfin, là, pour le coup, pour mes enfants, si je leur demande le truc qu'ils ont retenu, bah, ça va être la visite, avec, les éléphants, d'aller voir des éléphants et puis il y aura une autre chose et c'est aussi avec des animaux, c'est, d'aller voir des tortues donc donc voilà. Donc Classique. je le recommande en se renseignant sur, les refuges, en regardant bien et puis de toute manière, je pense que ça se voit facilement, finalement. Celui-là, c'était lequel? Alors, il s'appelle, Elephant Nature Park et parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup J'imagine. et du pire au meilleur. Même si, en Thaïlande, maintenant, on enchaîne ça existe pas d'attacher les éléphants, c'est interdit depuis longtemps. Voilà les 3 choses, que je recommanderais. Mais en tout cas, je pense que s'il y a une ville où il faut aller hors de Bangkok, pour moi, ça serait Chiang Mai. Et s'il y a une chose à retenir de Chiang Rai ou Chiang Rai? Je pense que c'est le White Temple, donc c'est le temple blanc, qui est assez décrit. Il y a des gens qui détestent vraiment. Même moi, quand j'ai posté, une photo, il y a des gens qui ont dit: «Mais c'est, abominable» parce que, bah, tout simplement, c'est un temple d'un artiste contemporain. D'ailleurs, le temple n'est pas fini, il n'a pas fini de le faire. Il l'a fait sur ses deniers personnels parce que, et il est artiste et il est croyant. Et c'est un temple qui ressemble à aucun autre, puisqu'il est, enfin, on dirait un temple de super-héros et d'ailleurs à l'intérieur, qu'on ne peut pas prendre en photo, il y a des super-héros. Il y a des Pokémon, dessinés et cetera. Donc je pense que Ils ont ça dû adorer les enfants. ouais, ils ont adoré et ça décontenance pas mal de monde, alors que moi, j'ai pas du tout cette idée. J'ai cette idée que en fait, tout doit s'adapter à tout et que justement, si tu veux que les gens continuent à aller dans des temples, bah, fais des temples, modernes Ben c'est ça, absolument. et ça vaut quand même le coup d'œil, si, on aime, l'art, contemporain ou non et l'architecture, c'est quand même, architecturalement, c'est quand même hyper impressionnant et ça, c'est, à 5 minutes en dehors de Chiang Rai. Après Chiang Rai, ça a aussi, l'avantage d'être beaucoup moins touristique et donc, le marché de nuit, est beaucoup plus confidentiel. On va être avec vraiment des Thaïlandais et la ville est beaucoup plus, comment dire? Dépeuplée de touristes donc enfin moi j'ai bien aimé cette atmosphère. Est-ce qu'il y a quelque chose en Thaïlande, enfin, qui ne t'a pas plu, que tu recommanderais pas? Ben, sincèrement moi j'avais jamais eu l'idée d'aller en Thaïlande et même là on y est allés parce que, notre vol, c'était pour Bangkok. Personnellement, j'avais peur du tourisme de masse, du tourisme, sexuel qui, je pense, sont vraiment une réalité. En fait, il y a des gens qui viennent en Thaïlande pour se faire, masser, 1 heure, pour, 5 € et pour, Plus si affinité. voilà, plus si affinité et se droguer, librement et pas cher. En fait, c'est une réalité et qu'on voit justement aux abords de Khao San Road, donc la rue très touristique, à Bangkok. Mais finalement, je ne sais pas si c'est parce que nous, on y a été juste après la reprise, du tourisme, mais j'ai pas voilà, ça m'a pas sauté aux yeux. J'avais peur en fait d'être dégoûtée en fait de ces gros porcs qui Mmh, viennent c'est en ça. Thaïlande profiter, en fait, c'est pour moi un tourisme colonial, de profiter de la main-d'œuvre à petit prix, de juste ça Mmh mh. et du coup, j'en avais très peur et finalement, j'ai pas du tout été confrontée à ça. Donc non, il y a rien que je recommande pas. Par contre, si, parce qu'à la fin, on est allé dans le sud de la Thaïlande, dans les îles. Ce que je recommanderais pas et ce que je trouve vraiment bête, c'est d'aller que dans le sud de la Thaïlande, que dans les îles. Vraiment, je trouve qu'on passe à côté, pas de tout, mais d'une grande partie du patrimoine et de la culture thaïlandaise en allant que dans les îles. Pour moi, si on va que dans les îles, on n'est pas allé en Thaïlande, c'est pas vrai. OK, on y va en une semaine, all inclusive, et on voit rien.
c'est une belle mer, une belle plage, mais comme il pourrait y avoir finalement à beaucoup d'autres endroits dans le monde. C'est pas singulier. Le nord de la Thaïlande, on pourrait le voir nulle part au monde, en fait. C'est ça qui est de la singularité pour moi. Bon, bah, tu vois, on a bien fait de revenir en arrière pour parler de la Thaïlande. Ça aurait été dommage de pas avoir d'entendre parler de tous ces endroits qui donnent vraiment envie et surtout de pas aller là où il faut pas aller aussi. Bah, on repart au Laos, mais ça y est, vous y êtes arrivés et là, choc des cultures, c'est plus le même pays. Enfin, C'est plus non, pardon, c'est plus le même pays. Bah, oui, je suis bête ou quoi? Effectivement, c'est plus le même pays, c'est plus la même ambiance. c'est plus la même ambiance. Là, quand on arrive donc dans la petite ville, frontière, directement, on sent que, c'est pas le même, niveau de vie, c'est pas la même, qualité de vie. On va sur le marché, il y a rien à voir, en fait. Donc notre bateau, il y a pas de bateau. On trouve, en fait, un bus, donc on nous dit que c'est 12 heures de bus. Il est, à peu près 16 heures. On arrive et en fait, il est plein. Donc on n'a pas le bus et là, on se retrouve dans cette, Xuan Xai, ça s'appelle, frontière où je me dis: «Ouh là, donc le prochain bus est à 8 heures demain matin», mais je sais même pas s'il y a un hôtel dans cet endroit, en fait. Personne parle anglais et on s'est pas encore acheté de carte SIM, donc on est, lost in C'est translation, tu vois? ça. Donc on nous montre en face de la gare un hôtel. Donc c'est pas un hôtel, c'est guest house où vraiment de tout notre voyage, c'était l'endroit le plus dégueu où on ait Mmh. dormi et j'ai dormi avec, ma capuche sur une serviette que j'ai posée, sur le lit et voilà et c'est juste ça avec, mes enfants, on a tous dormi avec la capuche. C'était vraiment, mais vraiment dégueulasse. Ça veut dire, du caca sur les murs et tout, mais on n'avait pas le choix. Mais ça fait partie, Mmh. Mais quelle horreur! partie du voyage. Donc mais en même temps, c'était en face de la gare, pratique. Oui, Hop, bah oui, il faut voir qu'il y a un truc bien. et donc le lendemain, on part et pour le trajet, franchement, un des trajets les plus épiques, pas le plus épique, mais à ce moment-là, le plus épique. Donc 12 heures pour rallier, Luang Prabang, mais les horrible. C'est-à-dire que donc c'est comme un minibus, donc on est les seuls touristes et on roule. Ils nous donnent tous des petits sacs en plastique. Au début, Oh, je c'est crois. pas bon ça, c'est pas bon. Et là, en fait, on voit que pourtant sur Google Maps, ça a l'air très rapide et en fait, ça va être très long parce que c'est des routes de montagne, donc qui serpentent, plus des trous où on se cogne la tête, Mmh. au plafond, du bus et puis on va avoir tous les Laotiens qui vont vomir tour à tour à côté de nous puisqu'évidemment, on est serrés comme des sardines parce que les bus ne partent jamais si on n'est pas, à full, par exemple, il y a écrit max 12 personnes, si on n'est pas à 18, ça ne part pas. Donc tout le monde, vomit, mais dès 30 minutes. Donc moi je me dis: «Ouf, Ça le va être truc». long. On écrase, 2 poules dès la première heure, parce que, ouais, c'est des routes de montagne et je me dis: «Si on arrive vivant» et puis il y a un moment où je me dis vraiment: «Peut-être qu'on doit s'arrêter, que c'est trop dangereux, en fait». Pour une fois, je me dis ça parce que je là, c'est vraiment dangereux. Je vois qu'il conduit comme un chauffard, qu'on voit pas du tout ce qui se passe en face et qu'on a, évidemment pas de ceinture, c'est un vieux truc, voilà. Là, pour le coup, je me dis, «C'est est-ce que c'est raisonnable?» Voilà. Et on va faire 12 heures où on va s'arrêter et à chaque fois, tous les Laotiens vont manger des gros plats de nouilles en soupe que Mmh. une demi heure plus tard, ils vont tous vomir dans leur petit sachet en plastique et moi je me dis: «Mais pourquoi?» Donc moi, mes enfants de toute manière, sur cette route, tout le monde vomit. C'est-à-dire que j'ai vomi, ma fille a vomi. Je pense que c'est pas possible, mais j'ai vomi qu'une fois, ce qui est une bonne performance par rapport, Mais au aux voisines et secours. voisins. Ouais et du coup, nous, quand on s'arrête, comme le Laos, c'est le pays du riz gluant, bah, moi j'achète du riz gluant parce que je me dis: «Tu vois, ça tasse l'estomac», donc Bah oui. voilà. Et eux, ils bouffent toujours ces soupes de nouilles et je ne comprends pas et elle vomit mais genre sous ma tête sur ma tête et je me dis: «Arrête avec tes soupes de nouilles» et donc on s'arrête comme ça et nous on n'a qu'une idée: «S'il te plaît, ne t'arrête plus, fonce, arrive, on n'en peut plus». Donc voilà, on est parti à 8 heures du matin et on arrive à 20h30 à, Luang Prabang Mais qu'on va quelle angoisse! ouais.
que du coup, on va découvrir, et là, je me dis: «Putain, j'aurais été tellement bien sur mon petit bateau sur le Mékong, mon rêve en plus», et je me retrouve j'ai troqué ça contre un bus où j'ai failli, finir ma vie en tuant des poules là. Donc voilà. Ça, tu recommandes pas donc? Non, je recommande pas. Je recommande vraiment, vraiment de prendre le bateau. Vraiment, ce trajet en bus, je ne recommande pas. Mais Mais comment attends, 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 parce que c'est ouais. le voyage de l'horreur, mais les enfants, ils comment ils ont géré tout ça? Non, mais en fait, on n'est pas en train de gérer, on est en train de se tenir comme ça et de essayer de pas se cogner sur quand il y a des quand il y a et du coup, on gère rien en fait quand il y a des virages. Oh là là! Et donc c'est là que, tu vois, 1er jour en Laos, on a dormi dans un hôtel, horrible, on se prend des routes dégueu et je me dis: «Ah ouais, voilà, Ça va être sympa. tu trouvais que c'était trop aseptisé? Et bah tiens, bienvenue dans l'aventure». Je pense Donc qu'on peut dire ça, effectivement. voilà, donc non, après on était contents d'arriver et je te jure que quand on est arrivé, je me suis dit: «Ouh là, il y a des étapes qu'il va falloir enlever parce que en fait des trajets comme ça, il va pas falloir qu'on en fasse 1000». C'est clair. Alors, c'était quoi votre itinéraire au Laos? Donc au Laos, le but c'était de traverser à l'horizontale le Laos, donc on n'est pas redescendu, la capitale Vientiane n'a de toute manière pas trop d'intérêt apparemment. J'aurais bien été, dans d'autres villes, mais on avait quand même, l'idée de traverser vraiment, à l'horizontale. Donc on est arrivé à Luang Prabang, où nous sommes restés, 3 jours et j'ai adoré cette ville que je recommande à 100. S'il fallait même voir qu'une chose, au Laos, je pense que Luang Prabang, c'est magnifique en fait. C'est coincé, c'est une petite bande de terre, la ville, coincée entre, le Mékong et la rivière. Donc on a chaque fois l'eau qui est omniprésente. Il y a une atmosphère de sérénité que je sais pas trop décrire. Il y a beaucoup de gens qui roulent à vélo. Ça a été, évidemment colonisé, donc il y a une forte, influence, d'architecture, coloniale. Donc c'est super bizarre, il y a des moments où on peut se croire même dans une petite ville provinciale, française. On a rencontré plusieurs Français de tout âge qui se sont installés là-bas, ce que je comprends parce que il y a une douceur de vivre, vraiment c'est hyper agréable. J'ai tout adoré en fait, le marché du matin, la promenade au bord du Mékong, il y a une petite, boulangerie française si on est, Trop bien. en Manche. On y mange très bien et puis les alentours sont très beaux. Donc on est aussi allé voir, une, cascade Kwangsi qui est magnifique, et qui est, à moins d'une heure, de Luang Prabang. Mais ça a été vraiment une étape, qu'on a adorée en fait. Vraiment, je pense que, ça a été, peut-être, ma ville préférée, de notre voyage. De tout le voyage, pas que du Laos. Ouais, en tout cas, il y a 2 choses. Il y a la ville que tu as aimé, voir et une ville où tu te verrais habiter. Bah, ça, c'est une ville où je me verrais bien habiter. Ah oui, Voilà, carrément. ouais, parce que, c'est pas commun dans les villes, là des pays qu'on a fait d'avoir cette douceur de vivre. C'est plutôt, «Wow!» tu vois? «Regarde où tu marches», quoi. Alors que là, il y avait cette, douceur de vivre et en même temps ce dynamisme que j'ai vraiment apprécié. Eh Donc beh, je recommande vraiment de prendre le temps d'aller à Luang Prabang. Ensuite, on a rallié, Nong Khiao. Avant, on pouvait, rallier cette ville, par, le Mékong, mais il y a, des barrages qui ont été installés donc par, les Chinois, plusieurs barrages qui ont d'ailleurs, beaucoup de méfaits, pour les Laotiens, notamment la hausse, des eaux, qui détruit, des villages et qui ne leur permet plus de rallier, les villes et les villages, en bateau alors que c'était hyper pratique et un super gain de temps pour eux. Donc on y allait en bus. Nong Khiao, c'est une, petite ville au bord de la rivière qui est magnifique et qui est enfin hors du temps. Vraiment, c'est pareil, c'est hors du temps. Il y a quelques guest house, il y a quelques restaurants et autrement, finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Pas grand-chose. Je veux dire, il y a quelques cascades, il y a la rivière, mais en fait, c'est juste des montagnes au bord, de la rivière. Une rivière où, tu as des petites barques, qui passent, la barque, publique qui s'arrête dans tous les villages et là, pour le coup, on a vraiment senti, ce qui pouvait être appréciable au Laos,
ça veut dire une nature, verdoyante et sauvage et une douceur de vivre où, bah, le Laos, c'est, tu vois, pour moi, c'est un peu, cette, le même adage, et la même philosophie que le Sénégal. C'est doucement, pas trop vite, il y a rien qui presse, tu vois? J'aime bien. Et ouais, et c'est un peu, pour moi, je me suis dit: «Tiens, ça fait écho à notre voyage, au Sénégal», c'est qu'ils prennent leur temps. Il y a rien qui presse. Alors il y a rien qui presse, ça veut dire qu'il faut se mettre dans le bain. L'heure n'est pas, l'heure. C'est pas grave, en fait, il faut pas être pressé, il faut pas être stressé. Ça Mais c'est compliqué mais parfois. ça peut être compliqué, c'est-à-dire qu'il faut se mettre, dans la philosophie, Mmh. mais autrement, je pense que pour passer quelques jours vraiment, hors du tumulte, des villes, des visites et cetera, aller là-bas et se dire: «On va se poser, on va juste, faire, marcher». Il y a des points de vue sur la rivière, il faut monter en haut de la montagne. Il y a plusieurs points de vue où franchement c'est, peut-être, les plus belles vues qu'on ait pu voir. Je veux dire, évidemment, on est allé voir après la baie d'Along et cetera, mais là, c'est juste, justement, les gens y vont peu, alors que c'est vraiment la nature, à l'état pur et encore, avec peu de touristes. Donc j'ai adoré et ce que j'ai adoré le plus, c'est l'étape d'après. Donc Moangengoy, le petit village qu'on rejoint en bateau depuis Nong Khiao et où, c'est un village dans lequel on peut aller, que en bateau du coup, qu'en barque. Enfin? Exactement, j'étais contente et c'est un village d'une rue. C'est une seule ruelle ensablée au bord de la rivière. Il y a des guest house et en fait, depuis, 15 ans, les Français se passent le mot de ce petit paradis, au fin fond, du Laos qui ressemble en fait à un petit bout du monde. C'est Ah! un petit bout du monde parce que c'est le petit village où si tu faisais un burn-out et ben, il faudrait que tu y ailles en fait. OK. On note bien le Ouais, l'idée. parce que tu prends conscience que, bah, notre vision du temps, elle est peut-être erronée et que je me suis dit: «Bon, bah, c'est des gens». En y arrivant, j'avais, évidemment des préjugés. Je me suis dit: «Bon, bah, ces petits villages où les gens naissent là-bas, ils restent là-bas, ils meurent là-bas, ils se posent pas de questions et nous, on est contents d'y aller parce que ça nous fait notre dépaysement, de bout du monde». Voilà, comme je l'ai dit. En fait, on a dormi, dans une auberge tenue par un Laotien qui était médecin et qui a tout envoyé bouler pour s'installer là. Donc dans le village de sa femme, qui elle était infirmière, donc elle est aussi, allée habiter à Vientiane, avec son mari et en fait, ils reviennent là. Donc c'est pas que des gens, non, ils ont tout connu, tout le Laos, des villes développées et ils se disent: «Non, en fait, la vraie vie, la bonne vie, elle est ici». De prendre son temps, de vivre avec, le riz qui pousse dans les rizières à côté, de manger, les fruits locaux, de voir, s'écouler la rivière, de voir nos enfants grandir. En fait, la vraie vie, elle est ici et je me suis dit: «C'est une belle, leçon» parce que ce mec, il a bien réussi, il était médecin, il s'est dit: «Non, cette vie de fou dans une ville et cetera, en fait, j'en veux pas». Et c'est vraiment la philosophie, de on a aussi rencontré un Français qui est tombé amoureux et qui n'est jamais reparti et qui a ouvert un restaurant. Il y a aussi un Néerlandais. Enfin, il y a plein de gens qui vraiment tombent amoureux et je comprends. Et pourtant, tu vois, quand je dis, «Oh bah, sur une carte, j'ai mis tous les points à voir», là-bas, il y a strictement, finalement, rien à voir. C'est pas ça qu'on vient chercher. C'est une atmosphère, c'est une ambiance, c'est justement une nonchalance, tu vois? C'est les mamies qui sont assises toute la fin de journée, elles sortent à 16 heures, elles se mettent avec leurs petites, tabourets en plastique et elles regardent, les enfants jouer à l'élastique. C'est, les poules comme ça, dans la rue, et d'ailleurs dès 4 heures du matin. C'est les brouettes quand tu transportes quelque chose. Il y a juste, un espèce de tuk-tuk, en fait, c'est un tracteur avec une carriole derrière qui peut te transporter si tu veux aller. Il y a des cascades, qui sont, historiques parce que c'est, quand il y a eu les bombardements de la guerre, tout ce petit village est allé se cacher dans cette grotte et ils y ont vécu pendant, 2 ans. Donc il y a plein d'enfants qui y sont nés, donc là, maintenant, il y a des adultes qui disent: «Bah, moi, je suis né à la grotte» et donc voilà. Après, il y a des balades parce que nous, on a été donc, dans des villages, à côté
où tu as des ethnies minoritaires qui cultivent, le riz et de toute manière, il y a pas d'autre activité et donc c'est des superbes balades parce que tu passes par les rizières dans lesquelles on est tombé, 1000 fois en s'ébouillantant les pieds. Pourquoi vous ébouillantant les pliés? Parce que, les rizières, l'été, en fait, l'eau, donc elle est pleine puisque c'est la saison Mais des pluies oui! et elle est à 50 degrés en fait. Donc en fait, tu as quand même des balades, tu as des choses à voir, mais surtout, c'est, l'idée de, pour une fois, se Pose-toi. dire: «Je me pose», mais surtout, c'est peut-être le moment où je vais véritablement comprendre, comment on vit ici. Parce que quand je vais voir, visiter mes trucs et tout, en fait, je comprends rien de la manière, de vivre des gens. Alors que là, quand je me pose 3 jours dans un village, c'est peut-être comme ça que je vais comprendre, l'âme, du pays. Donc ça, c'est vraiment, c'était mon coup de Top. cœur. Ouais, J'ai carrément. adoré. Après au point de vue, confort et cetera, je préfère le dire tout de suite, c'est no confort. Enfin, il y a une auberge qui est un peu confortable, autrement, on est dans un village, un vrai village. C'est-à-dire que, comme je disais, à 4 heures du matin, il y a les coqs, qui chantent, il y a, des animaux partout, il y a des bêtes, du coup, partout. Donc voilà, mais c'était, n n et ça, c'était notre dernière étape, au Laos et je pense que c'était moi, l'étape la quand même la plus spéciale pour moi, dans le voyage. Avant de passer au pays d'après, les enfants, c'est quoi leur endroit préféré ou leur moment préféré au Laos? C'est là, parce que, c'est un village et du coup, enfin moi, je trouve qu'avec des petits enfants, c'est jamais la ville, voilà, l'étape C'est préférée clair. et je le vois avec mes enfants, c'est toujours les villages parce que dans les villages, les enfants sont dehors et eux, tout ce qu'ils veulent, mes enfants, c'est avoir des copains. C'est ça. Donc voilà et donc ils parlent pas la même langue, mais ils ont joué, à l'élastique avec eux, ils ont sauté, dans la rivière, tous les jours avec eux, ils ont été dans les brouettes, ils se sont fait porter dans les brouettes, pour aller aux cascades. Donc en fait, ça a été les villages et c'est toujours les villages, n'importe où on va. OK. Eh ben, c'est bon alors on peut passer au Vietnam. Voilà. Je vais faire court sur le trajet, mais nous avons mis 24 heures pour pour arriver à Hanoï. Encore? Ouais, 24 heures de bus et là, enfin, c'était dur parce que c'était pas 24 heures d'affilée. C'est on te dépose à 5 heures du matin, dans un endroit, il faut retrouver un autre bus et cetera et cetera et cetera. Donc c'était quand même bien dur et bien éprouvant et à ce moment-là, j'ai quand même pris, la décision de, tu vois, annuler une étape qu'on devait faire, au Vietnam et où on aurait dû encore une fois prendre un bus, long et ce qu'on appelle des compromis, tu vois? Ouais. Et on est arrivé à Hanoï et ça aussi, c'était une étape pour moi qui adore, la bouffe, j'ai écrit un guide sur les boui-boui à Paris, tu vois? Hanoï, pour moi, il y avait tout un imaginaire et j'avais, hâte de croiser mon imaginaire avec la réalité, en fait. J'imagine, ouais. Et alors que je pensais Bangkok, comme la ville de l'effervescence et cetera, en fait, je n'avais rien vu. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Hanoï et que waouh! Il faut rien que pour traverser une rue, il faut avoir la foi. Il faut ou pas tenir trop en la vie C'est ou, ça! être, très fort en Dieu, quoi. Donc il y a, je sais plus ce que c'est le chiffre, mais il y a 20 millions de mobylettes. Enfin, c'est un truc, démentiel. Ça, c'est le premier truc. Le premier truc qui nous a sauté aux yeux, c'est ça. Tous les scooters et mobylettes, c'est fou et le bruit. On nous avait parlé à Bangkok, du bruit, mais rien à voir. Rien à voir. C'est calme Bangkok, finalement, Bangkok. ouais, c'est la province par rapport à Hanoï. Hanoï, les bruits, le pétarade des mobylettes, il y a pas de code de la route, tu klaxonnes seulement. Ah oui, d'accord. C'est pratique. Ouais, donc ce bruit et puis l'absence totale de trottoir fait que franchement, c'est sport. Ouais. Mais il y a plein de gens, du coup, ça les arrête totalement et ils ne passent pas par cette ville alors qu'elle a un charme incroyable. C'est pareil, ça a été une ville colonisée, donc il y a un désordre architectural, tu as des immeubles haussmanniens au milieu d'immeubles pas du tout haussmannien, tu vois? Tu as une route qui traverse, des rails qui traversent la ville où en fait c'est un célèbre train qui traverse, toute la ville, dans une rue qui est passante, tu vois? Normalement et qui est hyper étroite.
Et donc ils ont installé évidemment, bon, truc touristique, mais ils ont installé des cafés. Donc nous, on a été dans un café voir, cet immense train, qui traverse la rue, enfin qui entre dans la rue, c'est super bizarre. Il y a aussi ce truc-là que j'adore de manger dans la rue et qui fait qu'on se tu vois, nous, on n'habite pas nos rues. Tu vois, l'extérieur, c'est pas à nous, c'est seulement des routes de passage, Mmh. des rues de passage, c'est du passage. Eux, ils habitent devant chez eux, mais aussi devant leurs copains. En fait, nous, pourtant, les Parisiens, et les urbains, on n'a pas trop de place chez nous et eux, ils n'ont pas trop de place chez eux, mais en fait, ils se mettent devant chez eux et ça, je trouve ça trop bien de vraiment prendre possession de ce qui nous appartient en quelque sorte, nos rues et ça, il y a beaucoup même, dans le sud de l'Europe, on voit beaucoup les vieux qui se mettent sur les bancs, Oui. tu vois? Et là, il y a cette atmosphère que toutes les classes de la population et tous les âges sont dans la rue et pas que pour marcher. Ils sont vraiment, donc je disais, il y a pas trop de trottoirs, mais là où il y a des trottoirs, il y a des petits tabourets, des petites tables et tout le monde mange sa soupe bouillante, de riz à, 7 heures du matin, dès 6 heures du matin même. Et ce truc de se retrouver dehors, que nous n'avons plus parce que nous, nos restos, ils coûtent très cher, en fait. Alors que là-bas, le resto, c'est un truc pour toutes les tranches de la population. Donc tout le monde peut y aller, c'est un lieu de rencontre, ce qui était, le cas à la base, en France et en Europe, hein. J'ai trouvé ça hyper, fort, même dans les images que du coup tu vois, j'ai gardé. Il y a ce truc de mamie et d'enfants, sur leur petit tabouret, à 10 centimètres du sol, en train de manger, ensemble partout et de col blanc, tu vois, les mecs en cravate, qui font leur petite pause et tous, bah, au sol en train de manger ensemble et voilà. Donc ça, l'atmosphère d'Hanoï, je trouve que c'est bête de s'en passer, même si c'est pour un court voilà, une journée. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment, voir commencer le matin, commencer le soir. Et puis après, eh ben, on va vers, la baie d'Hanoï qui est de toute manière, juste à côté. Donc ça, c'était notre étape, bah, rêvée en fait et qui est toujours un point pour, les voyageurs parce que c'est évidemment extrêmement touristique, mais évidemment, on veut pas faire, enfin, on ne peut pas ne pas y aller. Je veux dire, on peut pas être au Vietnam et ne pas aller sur la baie d'Along. C'est clair. C'est touristique et c'est cher. Oui, il paraît. Donc c'est cher parce que, tu vois, tu vas prendre un bateau et évidemment, la loi de l'offre et la demande fait que ils savent qu'ils peuvent mettre n'importe quel prix, les gens vont venir. Je veux dire, c'est merveille de la nature, voilà. Donc moi j'avais une crainte, j'avais pas envie on n'avait pas vu de trop de Français, d'occidentaux jusqu'alors et j'avais pas envie de me faire, puisque ça marche beaucoup avec, des excursions à la journée ou alors, tu fais tout seul mais finalement ça coûte plus cher de le faire, tout seul. Et donc on a fait, j'ai trouvé dans une agence, j'ai demandé: «OK, est-ce que vous avez, des tours, des excursions avec des Vietnamiens et je me suis dit: «Au moins, eh beh, je vais partir avec un groupe de Vietnamiens, en fait» et donc on a fait cette excursion, depuis, Hanoï, une journée, sur la baie d'Along avec un joyeux quart, de Vietnamiens et c'est là qu'on a, découvert leur grande affection, si ce n'est passion, pour le karaoké. Oh là là. Ouh là là, Voilà. ça devait être dingue. Ouais, donc on a fait, karaoké, dans le bus à 7 heures du matin et il y avait le moment mignon où ma fille a levé la main quand la dame a demandé: «Qui veut chanter?» et donc elle a chanté, plusieurs chansons devant tout le car, Trop qui filmait, mignon. ouais, qui l'a filmé. Voilà et donc la baie d'Along, bah, sans surprise, c'est magnifique. C'est trop beau en fait, donc on a pris après un bateau. C'est touristique et à la fois, sincèrement, c'est tellement grand et étendu qu'on n'a pas du tout l'impression, d'être dans la queue de Disneyland, pas du tout. Il y a des endroits où tout le monde va, par exemple faire, en barque à l'intérieur, de roches. Oui, là, il y a du monde. Mais autrement, quand on navigue entre les roches, karstiques, sincèrement, c'est tellement étendu, en fait, c'est grand comme un pays. On n'a pas du tout l'impression, d'être au milieu d'une foule. C'est magnifique. Maintenant, je ne sais pas si j'ai préféré la baie d'Along ou l'étape d'après,
qui est la baie d'Along terrestre. J'ai appris ça, il y a aussi une terrestre. Voilà. Donc du coup, par opposition, on appelle celle-ci la baie d'Along maritime, normalement. OK. Et donc la baie d'Along, terrestre, on va avoir ce phénomène de roches karstiques qui sortent comme ça, comme des stalagmites là de de l'eau, sauf qu'ils vont sortir, de terre, même si on va avoir des petites rivières et cetera. J'ai trouvé, donc, la l'étape d'après, cette baie d'Along terrestre, je lui ai trouvé aussi un énorme charme. Alors on n'explique pas parce que parfois, tu sais, comme on a trop vu quelque chose, tu vois, on a tellement d'attentes que c'est pas que je vais être déçue, mais je savais exactement, ce que j'allais voir, en fait, tu vois? Même si le voir en vrai, c'est magnifique, mais je savais exactement. Alors que, là, la baie d'Along terrestre, j'en ai entendu parler, en faisant des infos juste avant et cetera, mais, autrement, j'avais vu peu d'images. Et c'est des paysages magnifiques parce que, même quand c'est des rivières, tu sais, c'est dessus, tu as plein de plantes, de fleurs et puis tu as ces roches-là comme ça qui viennent percer le sol vert, tout verdoyant puisque nous, comme on était, donc là-bas, en juillet-août, c'était la saison des pluies, donc tout est vert, pétant, tu vois? Ultra saturé, donc ça a rajouté, au paysage. Et puis, donc dans cette baie d'Along terrestre, tu as aussi, 2 belles balades à faire en barque. Donc c'est pareil, c'est touristique, mais c'est normal, c'est des sites, qui sont à l'UNESCO, donc oui, il y a du monde, mais en fait, toutes les choses belles, en général, il y a du monde pour une raison, c'est qu'elles sont belles, tu vois? C'est ça, c'est un peu la base. Mais du coup, je pense que je pourrais, dire à enfin, j'ai autant aimé la baie d'Along terrestre que la baie d'Along maritime. Idéalement, il faut faire les 2. Idéalement, il faut faire les 2 et en plus, c'est pas éloigné donc la baie d'Along, terrestre Kamtot, ouais, Kamtok, c'est aussi à 2 heures d'Hanoï donc en fait, tout ça n'est pas éloigné donc même 10 jours au Vietnam, on peut faire Hanoï, la baie d'Along, terrestre, la baie d'Along maritime et c'est déjà, et puis Sapa, les montagnes, donc l'étape que nous n'avons, pas faite et en fait, c'est déjà un super beau voyage. Parce qu'après, quand on continue notre, voyage, le problème, ça va être, les distances qui sont énorme, au Vietnam puisque c'est un pays tout en longueur. Donc là, on va se retaper un bus, de, 18 heures pour aller au centre du Vietnam, donc Hoi An, qui est aussi un énorme coup de cœur, qui est connu comme étant, la ville des lanternes ou la ville aussi des tailleurs. OK. C'est une, ville connue, donc on a une rivière connue pour ses lanternes qui vont s'illuminer, le soir, donc des lanternes, posées sur, des petites barques. Ah mais oui, ça y est, j'ai l'image. En tant que touriste, tu peux prendre ces petites barques et tu tiens tes lanternes et ces lanternes, font partie du spectacle. Donc tu es le spectacle et tu profites du spectacle. Trop bien. Et tu vas avoir aussi des petites lanternes en papier que tu peux poser sur la rivière et c'est là où ils fabriquent donc, toutes les lanternes en papier de soie. Donc ça, c'est une activité qu'on a faite et qui est trop bien pour les enfants. Ils sont allés dans un atelier construire leurs lanternes. Donc, au lieu d'acheter leurs lanternes, ils ont eu l'expérience et puis c'était par hasard, en fait, une dame qui a dit: «Ah bah, pour le même prix, je peux proposer, l'atelier pour que vos enfants les construisent». Donc, ils ont fait leurs, lanternes qui sont maintenant, d chez nous, donc c'est trop cool. Mais oui. Et puis le spectacle, voilà, le spectacle vraiment chaque soir, de Hoi An qui s'illumine, c'est quelque chose, de particulier. Alors par contre, c'est vraiment l'endroit le plus touristique, qu'on ait fait au Vietnam. Mais cette, ville, elle a quand même, de forts atouts. Bah, son centre historique, c'est magnifique. Ce spectacle du soir avec, derrière le marché de nuit superbe. Et puis, tu as la mer à 5 kilomètres, donc tout le monde se déplace à vélo, donc c'est ce qu'on a fait, on a pris des vélos et pour parvenir, à la mer, tu traverses les rizières à vélo. Donc c'est quand même, je trouve que c'est une destination en soi hyper complète parce que tu as et la mer et la ville, enfin et culturellement, c'est hyper fort, pareil, l'influence, française avec, des petites maisons colorées, coloniales et cetera. Donc j'ai adoré aussi Hoi An et je pense que c'est pareil, c'est une étape, c'est vraiment bête de ne pas y aller, quand on est au Vietnam donc je pense que c'est vraiment ça les points à la fois, forts et faciles du Vietnam. Mais moi, il y avait la dernière étape que je ne voulais pas rater
Et du coup, comme elle est aussi très éloignée, puisqu'elle est dans l'extrême sud du Vietnam, il y a peu de gens qui y vont ou en tout cas qui font le voyage de Hanoï jusqu'au sud. Mais pour moi, le delta du Mékong, je sais pas, C'est ça me faisait mythique. rêver. Voilà. Bah, c'est clair. Au Laos, on était presque au départ du Mékong et je me suis dit, bah maintenant moi je veux aller voir là où du coup il se sépare donc comme une main et il s'éclate en différentes petites rivières. Et puis voilà, c'est mythique. Donc c'était notre dernière étape au Vietnam, ce delta du Mékong et franchement, on est allé dans le sud, entre guillemets, que pour ça. Mais je regrette pas, une minute parce que c'était un autre Vietnam. Et ça, c'est quelque chose de très fort au Vietnam. Chaque région a vraiment une identité forte et même, tu vois, la gastronomie est différente, mais même les gens sont hyper différents. En quoi? Ben, après, j'aime pas du tout faire, de stéréotypes et cetera. On sait jamais si c'est dû à moins de touristes, plus de touristes ou juste, voilà, tu vois, une atmosphère. Mais j'ai trouvé les gens dans le sud très accueillants. OK. Et donc le delta du Mékong, c'est, bah, déjà, tu fais ta promenade sur le Mékong où c'est magnifique, c'est super beau. Tu as pareil des petits, marais, comme des bolongs en fait, des toutes petites branches du Mékong qui sont découpées où tu passes dans les feuillages et cetera. C'est aussi la région des fruits, des cocos et de tous les fruits, du Vietnam. Donc on a visité une fabrique, de bonbons à la coco. Il y a vraiment un très fort, artisanat et tu vois, on a aussi visité, la fabrique, tu sais, des feuilles de riz pour faire, les nems. On a aussi visité une fabrique, tu sais, la sauce de poisson Noack Man, donc qui sent très fort puisque c'est du poisson fermenté. On a aussi visité ça. En fait, il y a du côté, de la gastronomie, de l'artisanat, ils sont vraiment très forts et puis aussi si on aime le poisson, bah, le Mékong, c'est juste, le paradis, du poisson. Donc il y a des spécialités, enfin on mange, tous les jours, du poisson et extrêmement bien. Et puis on a retrouvé aussi, alors que dans le Vietnam, c'est très speed, c'est vraiment, très, très speed. On a retrouvé dans le delta du Mékong la douceur de vivre qu'on avait, au Laos, où tout est plus lent et ils vivent en contact direct avec la nature qui les nourrit et qui les fait vivre. Quand on est là, on est vraiment à quelques kilomètres du Cambodge et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, sont plus foncés de peau et qui ressemblent à des Cambodgiens puisque à un moment, bah, il y a eu des vagues, d'immigration et donc on a beaucoup de Cambodgiens et on a beaucoup plus de métissage. Mais bon, c'est une étape, voilà, une étape qui a été vraiment, j'ai pas du tout regretté d'y aller, j'ai adoré. Et les trajets étaient quand même, ça va, c'était pas trop pénible de reprendre encore une fois, tout ce temps? Si, si, mais on savait que c'était le dernier, donc c'est pas pareil. Quand tu es au milieu de ton voyage et que tu te dis: «Waouh, je suis fatiguée», mais quand tu sais que c'est ton dernier, trajet et puis enfin, j'y tenais vraiment à ce delta du Mékong, autrement j'aurais senti, Il manquait un truc. ouais, qu'il manquait un truc. OK. Donc c'était votre dernière étape. Dernière étape avant, en fait, que mon conjoint rentre à Paris et que pour la première fois, reste, 3 jours, pardon, 2 semaines et demie, seule avec mes 3 enfants. Donc je savais pas du tout. Alors là, j'avais pas du tout prévu, ce que j'allais faire et donc je me suis dit: «Bon, bah, maintenant, c'est les vacances, les gars». Donc on est allés dans le sud de la Thaïlande. La fameuse. Exactement, la fameuse, sur une île pour se reposer. Je savais pas si on allait y rester, pendant les 15 jours et puis finalement, on est resté sur cette île, on est resté 15 jours, non pas 15 jours, pardon, 10 jours parce qu'on a fait quelques jours à Bangkok encore. On est resté 10 jours, sur l'île à se reposer et aussi enfin à justement prendre le pouls, et le rythme de vie des gens, explorer plus, voilà, avoir une cantine où on revient, plusieurs fois et cetera. Mais sincèrement, c'est parce que j'étais crevée, autrement je serais jamais restée 10 jours au même endroit et surtout, j'ai choisi l'île qui me paraissait, la plus sympa et où le plus probablement j'allais pas, croiser de gens qui me gênaient, point de vue tourisme sexuel, gros fêtards et cetera. Donc une île connue pour les plongeurs, Koh Tao
Et donc l'activité principale de mes enfants, c'était le snorkeling. Donc on est allé voir des Ah, tortues trop bien. et des mini-requins. Ouais, Sur cette île, les touristes, ce ne sont que des occidentaux et les Thaïlandais qu'on voit, on dirait que c'est uniquement des gens qui tiennent des hébergements et des restaurants. Et en ça, voilà, je me suis dit: «Bon, ça va qu'on on a vu le nord et cetera, mais autrement les gens qui viennent et qui restent là, c'est pauvre comme voyage, quoi». c'est sûr. Donc vous êtes resté 10 jours sur Koh Tao. Est-ce que vous êtes allé faire un autre tour avant de partir ou c'est vraiment la dernière étape? Non, c'est la dernière étape puisqu'après on est remonté en bus. On est resté 2 jours à Bangkok et on a pris notre avion retour en France avec une petite escale à Oman, mais qui s'est bien passée. Oh, presque trop simple. Presque trop simple, voilà. Après, je pense que le combiné nord de la Thaïlande avec une petite île, c'est cool et une petite île bien choisie. Par exemple, Koh Tao, c'est magnifique et on peut faire de la plongée et découvrir aussi, je me suis dit, les fonds marins de la Thaïlande, ça fait partie de la découverte de la Carrément. Thaïlande. Et en plus, c'était leur première expérience de snorkeling, Ah, donc c'est quand trop même bien. cool en fait de voir les coraux, de voir les fonds marins, etc. Je pense que en fait, on se rend compte que il y a un monde aussi à découvrir. En dessous. Donc c'était et le nord et le sud, je trouve que c'est super complémentaire, mais Attention. attention, il y a des gens qui veulent ça et ils veulent Ouais, ça mais chacun partout, fait ce voilà. qu'il veut. Je m'attendais quand même pas à ça, de voir que des touristes. Ça m'a un peu frappée, voilà. Un voyage, waouh! Là, tu l'as raconté évidemment sans tous les détails. On en a un petit peu quand même, mais pas tous. Et pouh là là, qu'est-ce que moi, j'ai envie d'y aller là maintenant. Vous êtes rentré, vous avez eu cette étape quand même importante pour vous reposer. Enfin, surtout toi. Les Mmh, enfants, ça court partout, donc ils se reposent mmh. jamais. Ça fait du bien quand même de se poser à la fin d'un tel périple. Ouais, 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 je pense que là, on en avait tous besoin et puis tu vois, c'est un truc bête, mais on avait vu la mer une fois, 2 heures. Ah mais ouais, Quand même, je sais que, bah, voilà, jouer avec du sable, ça reste des enfants, en fait et du coup, je voulais aussi qu'ils aient leur moment de rien faire, voilà. Et ça a permis, voilà, d'arriver et puis 2 jours après, on était, au travail, à l'école, mais on avait eu notre petit moment, de repos, bronzage, voilà. en termes de budget, c'est un voyage qui En fait, j'essaye de toujours garder le même, montant qu'on dépense et on y arrive pas mal. Donc ça d du coup, notre, qualité, de vie de voyage, change. Mais on arrive à dépenser 100 € par jour, ce qui est peu, tu vois? bah oui, avec les activités et tout. Donc le logement, la bouffe, les activités et surtout les transports. Parce que les transports, à 5 ça coûte, vraiment cher. Donc voilà, typiquement, ça a un coût, mais ça veut dire que pour, 5 personnes, 2 mois, ça fait grosso modo un peu moins de 6 000 €. Ce qui est tout à fait raisonnable. En fait, c'est un coût et en même temps, je sais qu'il y a des gens qui partent une semaine et c'est 3 000 € quoi. On est Donc d'accord. voilà. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de Ouais. souci. Mais c'est pour donner une idée de ce qu'on peut faire avec quel type de budget, en fait. Oui et surtout, ce qu'on pense rarement à ça, mais quand je dis, voilà, ça veut dire que ça fait 3 000 € par mois et oui, à part notre loyer qu'on paye, normalement, quand on est à Paris, on dépense de Mais de bien sûr. l'argent. Je veux dire, quand on mange, même les courses et Dieu sait que ça a augmenté, Oh là là, et ben, en fait, on dépense aussi de l'argent. Donc c'est pas évidemment. 3 000 € en plus, non, c'est normalement, peut-être, on dépense, 2 000 et là, on dépense 3 000. Donc en fait, voilà, c'est pas énorme du tout. C'est raisonné, en tout cas. Voilà, oui, exactement. Mais après, c'est un choix de ma part de voyager plus longtemps et avec moins de confort. Oui, alors le petit hôtel, celui pas confortable avec des trucs sur les murs, tout ça, payera un peu plus cher, mais il n'y avait pas d'autre choix en fait, c'est même pas le Non, sujet c'est ça. du budget. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des questions un peu plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Est-ce qu'il y a une destination que tu rêves de faire découvrir à tes enfants, qu'ils n'ont pas encore visité, mais que toi tu connais? Oui, le Pérou. Et le fameux Machu Picchu. Ouais, le Pérou parce que j'y étais seule, j'ai voyagé seule à 20 ans, pendant 3 mois et Pérou-Bolivie et quand j'ai été au Pérou, je me suis dit: «J'aime pas revenir dans des endroits, mais si j'ai des enfants, je les amènerai ici». Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
À part les voyages en bus que tu viens de nous raconter. Sincèrement, j'ai pas trop de galères. Enfin, chacun voit la galère où il veut, mais je sais pas si j'ai quelque chose, vraiment parce que j'ai Dieu merci pour l'instant, à part, des galères de bus, de transport, et tu vois la galère d'avion qui est une grosse galère. Ah oui, c'est une grosse celle-là. J'ai pas de truc où je me dis, «Ah purée, jamais plus je voyage», non. Bah écoute, tant mieux, j'ai envie de te dire. Votre prochaine destination en famille? Bah, là, on part, dans un truc, tu vois, parfois, on oublie d'aller proche et du coup, je n'ai jamais vu la dune du Pilar, Cachon et cetera. Donc c'est notre prochaine destination parce que je me dis: «C'est quand même bête d'aller au bout du monde et de ne pas voir, ce qui est, dans son propre pays». Absolument. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Alors, je sais pas si tu as déjà fait l'Ouzbékistan? Non, j'ai le Kirghizistan et en Ouais. version, assez courte, mais j'ai pas l'Ouzbékistan. Voilà, parce que moi, c'est une destination là, c'est sur ma liste, très prochainement. J'ai une envie d'Ouzbékistan, bah, Kirghizistan aussi et de Mongolie aussi. Eh ben, écoute, on va lancer, un nouvel appel, pas de problème. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Alors ils peuvent me trouver, sur Instagram, Parisianavore et j'ai un blog où je raconte pas mal, de nos voyages. Ouais et c'est, les 2 sont des mines d'informations et de trésors, que je vous recommande chaudement. Merci. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup Anaïs pour ce très très chouette carnet de voyage, carnet de route, carnet de bus, on sait plus finalement, en Thaïlande, au Laos et au Vietnam. Bah, merci à toi. Eh ben, j'espère à bientôt. Ouais, à bientôt, à très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille-et-voyage-avec-un-s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.